Ça y est, ça fait une semaine que Trump est le nouveau président états-unien et cette fois, il y va pas de main morte. Alors, en attendant la vidéo du canard qui devrait arriver, normalement si tout va bien, dimanche, et ben on va aujourd'hui s'intéresser dans cette actu réfractaire à ce qui se trame de l'autre côté de l'Atlantique, notamment concernant l'immigration. Bienvenue sur Actu Réfractaire. Alors que 300 000 Palestiniens s'apprêtent à regagner le nord de Gaza, Donald Trump annonçait samedi son intention de faire le ménage dans la région. Et pour ce faire, il propose une déportation de masse qui enverrait 1,5 million de Palestiniens vers les deux pays voisins que sont l'Égypte et la Jordanie. C'est que d'après lui, je cite, Gaza est littéralement un site de démolition. Something has to happen, but it's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished, and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing at a different location where they can maybe live in peace. Et derrière les soi-disant bonnes intentions de voir les Palestiniens vivre sans violence, on devine surtout les intérêts économiques. Écoutez ce qu'il disait la semaine dernière lors de son investiture. I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Do you plan to help rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it. Et bizarrement, le Premier ministre israélien trouve que c'est une excellente idée. Et oui, ça correspond au projet criminel du gouvernement Netanyahou, notamment concernant la colonisation, mais ça va aussi rapporter des contrats inédits pour les promoteurs immobiliers. T'as donc des entreprises du bâtiment états-uniens et israéliens qui se frottent les mains rien qu'à l'idée de voir les montants. Alors évidemment, ça fait pas les comptes des Palestiniens qui veulent vivre en Palestine, et ça les rappelle justement dans ce douloureux souvenir de la Nakba, vous savez, le déplacement forcé de près d'un demi-million de Palestiniens suite à la création de l'État israélien en 1948. On rappelle qu'il y aurait à peu près 70 000 personnes tuées, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, suite au bombardement et à l'invasion de l'armée israélienne. Mais il n'y a pas qu'en Palestine que Trump veut déporter. Alors là, vous trouvez peut-être que c'est un peu abusé de dire le mot déportation. Et bien sachez qu'il est utilisé, ce mot-là, par Trump et son administration, et de manière assez fière, comme vous pouvez le voir sur cette photo publiée sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche. On y voit des personnes menottées aux pieds et aux mains et alignées devant un avion militaire sur le tarmac états-unien. Et ça illustre le projet, c'est-à-dire l'opération de déportation la plus importante de l'histoire des États-Unis. Et pour bien verrouiller le pays, ils ont déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, histoire d'intensifier sa militarisation. Ces déportations, elles sont opérées par des avions cargo avec une grande communication de la Maison-Blanche. Mais il faut savoir que c'est dans la droite lignée de l'administration Biden. Par exemple, Mexico a annoncé 4000 personnes expulsées des États-Unis vers le Mexique depuis le 20 janvier. Ça paraît énorme, ça l'est, mais c'est un chiffre habituel, puisque l'administration Biden expulsait 17 000 personnes vers le Mexique tous les mois depuis un an. Donc pour le moment, la Maison-Blanche est donc pile dans ses quotas habituels. La différence sur ce point précis, c'est que Biden mettait les expulsions sous le tapis, alors que Trump les porte en étendard. Par contre, il y a eu une expulsion inhabituelle. Il s'agit de 160 personnes expulsées vers la Colombie. Et ça a provoqué des tensions diplomatiques, notamment avec l'État colombien, dont le président Gustave Petro avait initialement refusé d'accepter les vols. En réponse, Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers de 25%, puis de 50% sur les importations colombiennes et des interdictions de voyage pour certains responsables colombiens. Et bon, face à ces pressions, l'État colombien, dont la dépendance économique aux États-Unis est énorme, a finalement accepté d'organiser ce rapatriement, mais à bord d'avions militaires colombiens afin de garantir un traitement plus digne. Oui, parce que les personnes migrantes ont dénoncé les conditions de détention et d'expulsion humiliantes et dégradantes. Menottes, évanouissement, interdiction d'aller aux toilettes, le gouvernement brésilien a réclamé samedi des explications à Washington pour le traitement dégradant et le mépris des droits fondamentaux de ses citoyens lors de leur expulsion. Les Brésiliens ont été choqués par les images des immigrés menottés aux pieds et aux poignets,
une procédure pourtant courante lors des expulsions. Les conditions particulièrement difficiles à bord de l'avion ont été dénoncées par les passagers et les autorités. Trump est aussi en négociation avec le gouvernement autoritaire du Salvador pour trouver un accord sur l'exil, histoire d'externaliser, comme on dit, les demandes d'asile dans un autre pays. Un peu comme le faisait l'État italien avec l'Albanie ou l'Union européenne avec l'État turc. Le Salvador, ils mettent en place d'énormes prisons où tu te retrouves avec 90% des gens incarcérés depuis 3 ans qui l'ont été sans aucun jugement. Et on parle aussi d'enfants qui sont victimes de torture. Une autre alternative à la déportation directe des sans-papiers, c'est leur emprisonnement. Mercredi dernier, le Congrès a voté la loi Laken-Riley qui permet la détention automatique de toute personne sans papier qui serait simplement accusée d'un délit. Donc avant même d'être jugé. Vous le sentez là, les abus de légitimité? Ouais, clairement, ça permet de généraliser l'amalgame raciste qui est fait entre les personnes migrantes et quelqu'un de criminel, un violeur ou un assassin. Puisque, par définition, les sans-papiers sont forcément des gens dans l'illégalité. D'ailleurs, Trump a fait fermer l'application qui permettait de faire sa demande d'asile en ligne. Et là, on parle de 11,7 millions de personnes, souvent les plus précaires, les plus pauvres de la société états-unienne, dans une société qui sombre dans la pauvreté, qui peuvent être pointés du doigt s'ils veulent quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est la déportation et c'est la prison, sans avoir même la possibilité de pouvoir bénéficier d'une défense. Et qui sait, peut-être qu'ils seront envoyés à Guantanamo. On le sait tous à peu près maintenant, hein, Guantanamo, c'est une session qui s'est faite à Cuba il y a très très longtemps, et c'est une prison de torture. Mais vous allez me dire, ça va coûter un sacré paquet de pognon de construire cette nouvelle prison et d'envoyer tout le monde avec les avions et compagnie. 83 milliards, on parle de ça pour les prisons, donc c'est beaucoup de pognon, mais en même temps, ça va rapporter à certains, notamment à ceux qui ont financé la campagne de Trump ou ceux qui votent la loi au Congrès. C'est pas pour rien que le géant des prisons privées, le groupe JEO, a financé au maximum autorisé la campagne électorale de Trump. Tellement qu'ils ont ensuite envoyé encore plus de pognon grâce à l'une de leurs filiales. Voilà, donc rien de plus naturel, si ce n'est que de renvoyer l'ascenseur et de leur permettre des contrats fédéraux pour la construction de nouvelles prisons. Et des membres du Congrès, donc des représentants ou des sénateurs qui ont des investissements privés dans les sociétés qui gèrent les prisons, et ben t'en as pas mal, notamment dans une entreprise qui s'appelle CoreCivic. Voilà, c'est tout bénef les gars, ils votent, ils gagnent le pognon, machin, c'est incroyable. Surtout qu'aux États-Unis, il est possible de faire travailler sans rémunération les prisonniers. C'est ce qu'on appelle un peu de l'esclavage et ça va s'intensifier. Cette loi et les décrets passés légitiment globalement la persécution des migrants par ICE, la police migratoire. Alors on voit des profs se préparer au raid puisque l'administration états-unienne a également fait sauter les productions des lieux sanctuaires. La chasse aux migrants va pouvoir se faire sans répit jusque dans les écoles, dans les églises et les hôpitaux. De nombreux raids ont été menés sans même présenter de mandat jusqu'à aller arrêter des enfants sans leurs parents. Ce climat de peur a poussé plein de gens à déserter leur lieu de travail, notamment les fermes, puisque selon le département de l'agriculture, les sans-papiers représentent près de 40% de la main-d'œuvre agricole du pays. Cette opération a donc des limites et pourrait gravement perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire et entraîner une hausse des prix, celle que Trump veut à tout prix éviter dans son mandat. Mais vous savez quoi? Même en ayant eu un mandat, si vous êtes un étudiant étranger et que vous avez participé de près ou de loin à des actions pour notamment dénoncer le génocide à Gaza, vous risquez d'être déporté depuis la signature hier d'un nouveau décret. Ce qui va permettre la déportation d'opposants politiques. Et ça, on peut le lire sur le site de la Maison-Blanche qui a connu un gros ménage. La Constitution, par exemple, elle a disparu, histoire de faire oublier aux États-Unis que le droit du sol que veut faire sauter Trump est protégé par le 14e amendement. Et pour la remplacer maintenant, on y trouve un joli culte de la personnalité, de la pure propagande qui glorifie Donald Trump. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique migratoire de Trump, et on a même du rap concernant les aides et sur les droits civiques, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. C'était Nico et Nina à l'écriture, Pix au montage, Nina encore une fois à la minia et Betsy au titre. On se dit à demain 18h pour votre prochaine Actu Réfractaire.